Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 février en ouverture du journal du jour. Nous allons revenir sur la situation incroyable de l'Olympique de Marseille où c'est Dallas, son univers impitoyable. Chaque jour un nouveau rebondissement et on se dirige aujourd'hui droit vers une prise de pouvoir de Mehdi Benassia. Évidemment, ça va amener bien des commentaires. Nous parlerons également de match avec celui entre le Benfica et le Real Madrid. Au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain, on reviendra sur le dramatique incident raciste, un de plus qui visait Vinicius Junior. On évoquera l'avenir de Nicolas Jackson du côté du Bayern Munich ou de Chelsea, vous le verrez, de la stratégie du Paris Saint-Germain pour devenir le deuxième club préféré des Anglais et enfin on clôturera le journal en évoquant la prolongation de Bukayo Saka. Installez-vous confortablement, oui, il y a un match qui manque mais j'en reparlerai à la fin du journal. Bienvenue pour le journal du jour. Non seulement Benassia reste à l'Olympique de Marseille, mais en plus il obtient indirectement la tête de Pablo Longoria. Marseille, ton univers impitoyable, chaque jour un rebondissement. Et là on peut le dire, c'est quand même quelque chose de majeur. Il y aura un OM avant et après cet événement. Alors pour rappel, Mehdi Benassia avait posé sa démission, une démission qui a tout simplement été refusée par Frank McCourt. Le propriétaire du club a rencontré Benassia et on a l'impression qu'il lui avait fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, à savoir un élargissement de ses fonctions et une prise de pouvoir au sein de l'institution olympienne. Évidemment, quand tu prends du pouvoir dans une entreprise, ça se fait au détriment d'une autre personne et ici l'autre personne, c'est Pablo Longoria, Pablo Longoria qui officiellement verrait ses fonctions légèrement recentrées sur les questions institutionnelles, ce qui, on peut le dire sans trop de risque, est un gigantesque bullshit, un moyen de sortir par le haut, étant donné qu'on sait que les relations entre Pablo Longoria et les instances du football français et européen sont relativement fraîches. On a en tête l'épisode de la déclaration sur la corruption des arbitres et évidemment depuis ça, Pablo Longoria ne pèse plus autant dans les instances. Donc en fait, Mehdi Benassia a obtenu grosso modo tout ce qu'il voulait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va rester indéfiniment du côté de l'Olympique de Marseille parce que officiellement son bail il est prolongé jusqu'en juin, son préavis de départ, le moment où finalement on va relancer les dés pour voir de quoi sera fait l'avenir de Benassia. Alors je vois aujourd'hui beaucoup de personnes être extrêmement dures avec Pablo Longoria parce qu'il y avait un certain ras-le-bol qui était en train de s'installer. Je pense pour autant qu'il ne faut pas réécrire l'histoire et oublier tout ce qu'il a fait de bien pour le club. Par contre, c'est vrai que ça commençait à faire beaucoup de transferts, d'achats-reventes, de mouvements au sein de l'Olympique de Marseille et que avec un Benassia à la tête du projet, on se retrouvera peut-être désormais avec quelque chose d'un peu plus stable. De mon côté, je le vois d'un bon œil parce que j'en avais parlé quand Roberto De Zerbi était parti. Pour moi, il y avait une saturation avec le coach, mais l'important c'était de garder Mehdi Benassia parce que je pense que c'est un homme qui a réussi à faire ses preuves depuis qu'il est à l'OM. Reste à voir de quoi sera fait la fin de son passage olympique, si ce dernier se prolongera ou pas, mais une chose est sûre, on est à un tournant de l'ère Frank McCourt du côté de l'Olympique de Marseille et ce sont des décisions très importantes qui sont prises aujourd'hui mais qui seront aussi prises durant l'été. Encore et toujours des affaires de racisme dans le football, encore et toujours le pauvre Vinicius Junior qui est ciblé. Alors le joueur du Benfica, Prestiani, s'est défendu sur ses réseaux d'avoir eu des déclarations racistes, mais moi je vais citer Kylian Mbappé. Le match a été filmé par les meilleures caméras du monde, je pense qu'on peut retrouver ce qui a été dit au cours de la rencontre. Dans tous les cas, je pars du principe qu'il faut apporter un soutien absolument total à Vinicius Junior. Ce genre de choses n'ont pas la place dans la société, mais ont évidemment pas leur place non plus sur un terrain de football, c'est logique. J'ai l'impression qu'on aborde ce sujet tous les 6 mois, c'est désolant, c'est déprimant. Mais voilà, ces choses dites, soutien à Vinicius Junior. Une fois qu'on a dit l'essentiel, on peut revenir au terrain, on peut revenir au match de foot. Une victoire 1-0 du Real Madrid qui se déplaçait au Benfica. Une victoire importante, une victoire qui n'est pas spectaculaire, mais une victoire solide. Voici les compos qui étaient alignés. Vinicius Junior est l'homme du match, un but phénoménal, influent dans le jeu. Le Brésilien est sur une très bonne lancée. Je lui ai reproché à pas mal de moments de ne pas savoir prendre ses responsabilités en l'absence de Kylian Mbappé. On a l'impression qu'il est dans
une phase où il parvient à faire ça, même si Kylian Mbappé était là, même si c'était un peu son fantôme sur les terrains. Le Français n'a pas été aussi impérial qu'à l'habitude, peut-être qu'il est revenu trop tôt, mais en tout cas, il a manqué d'efficacité, il a raté beaucoup de choses. Toujours du côté du Real Madrid, on peut rappeler que Thibaut Courtois est un mur infranchissable, on peut rappeler que Valverde a un moteur inépuisable, et de manière générale, c'est peut-être pas le match où le Real Madrid a été le plus spectaculaire. Ça a été une rencontre qui a été finalement assez serrée, comme le montre le score, mais j'ai eu l'impression de voir un Real Madrid qui était une vraie équipe cohérente, et à part Kylian Mbappé, je trouve que personne rate son match, et ça fait pas mal de temps que j'avais pas vu un Real Madrid où je me disais en sortant d'un match, tiens, le sentiment principal qui ressort, c'est le fait que j'ai vu un groupe soudé, c'est le fait que j'ai vu une équipe qui fonctionnait bien. Donc c'est évidemment un succès pour le Real. En face, Pavlidis, ça met beaucoup de buts au Portugal cette année, mais alors contrairement à l'année dernière, ça bloque complètement quand il s'agit de franchir la marche européenne. Le Benfica peut se targuer d'avoir une bonne défense, une organisation cohérente qui a su résister aux vagues du Real Madrid, mais alors quand il s'agissait d'apporter du danger, bah tu te heurtais à Thibaut Courtois. Sur les statistiques de la rencontre, on voit un constat qui est plutôt équilibré, un match contrôlé du Real Madrid plus que fondamentalement dominé. C'est une petite option pour la qualification que prend le Real Madrid, mais attention, le Benfica est une bonne équipe, t'as qu'un petit but d'avance, donc tout reste à faire. Nicolas Jackson ne restera pas au Bayern Munich et il retournera du côté de Chelsea cet été selon The Times. C'est pas la news du siècle, on va se le dire, parce qu'il était sujet à une option d'achat qui était particulièrement élevée. Il n'est pas ultra influent du côté du Bayern Munich, donc finalement c'est la fin d'une aventure qui semble être d'ores et déjà toute écrite. Pour rappel, le joueur a été l'objet d'un prêt payant au Bayern, un prêt payant de 15 millions d'euros, ce qui est une somme ultra impressionnante, et l'option d'achat était évoquée aux alentours de 80 millions d'euros. Il ne s'agit pas de remettre en question le talent de Jackson, mais 80 millions d'euros, c'est le prix d'un titulaire. Or, regardez les minutes de jeu du joueur de Chelsea, eh bien il est très loin d'être titulaire. 22 matchs, 7 titularisations, 3 buts. C'est un maigre bilan, difficile d'exister derrière le grand Harry Kane, mais paradoxalement, sur le peu de minutes de jeu qu'a Jackson cette saison, je le trouve plus convaincant que la saison dernière du côté de Chelsea. C'est un joueur qui a d'immenses qualités, il a un très bon sens du placement dans la surface qui l'amène à toucher des ballons dangereux, il a un très bon sens de la finition, il a un potentiel athlétique qui est important. Donc en fait, ce semi-échec du côté du Bayern Munich, ça ne doit pas remettre en question l'avenir de Nicolas Jackson, dans le sens où c'est pas parce qu'il fait un semi-échec que c'est un joueur qui est finito, que c'est un joueur qui a été surcoté, que c'est un mauvais joueur. Non, très loin de là, moi j'y crois toujours, mais la problématique aujourd'hui, ça va être que c'est un joueur qui a sûrement besoin d'être titulaire indiscutable dans un club de deuxième chapeau, mais qui va pouvoir poser ce qu'exige Chelsea pour lui? Bah, c'est une question qui est assez complexe, donc j'espère qu'il ne va pas se retrouver bloqué pour des questions contractuelles, parce que sur les terrains, il a des choses à offrir. Le but du PSG, c'est de devenir ton second club préféré. Alors ton, non, parce qu'il y a deux spécificités derrière cette déclaration. Vous pouvez trouver ça extrêmement surprenant, mais petit 1, ça concerne les supporters anglais, et bien évidemment, tu vas pas faire du PSG le club numéro 1 d'un anglais. Il supportera toujours un club de son pays avant toute chose. Et petit 2, on parle ici d'une déclaration qui est analysée sous un angle business. En fait, ça vient d'une interview qui a été publiée par le journal anglais The Times. C'était évoqué par Melero, le DG du Paris Saint-Germain, et c'est un média qui est donc anglais, généralement plutôt orienté CSP+, qui va aborder le sport souvent avec un angle business, et justement là c'était une conversation d'ordre business. On parlait du fait que le Paris Saint-Germain visait à moyen terme un chiffre d'affaires au milliard d'euros, ce qui serait évidemment extrêmement important, et pour ça il faut trouver des axes de développement du club, et il y a cette fameuse stratégie de faire du Paris Saint-Germain le second club des Anglais. En fait, durant l'interview, on va citer des références comme Ferrari, on va citer des références comme les Yankees, on va parler de la collaboration avec Jordan. L'idée, c'est de dire que le Paris Saint-Germain a tout pour devenir le second club des Anglais, et que ça correspond à un nouveau mode de consommation du football. On peut faire les puristes, dire que c'est un non-sens de supporter de clubs.
mais la réalité c'est que c'est un truc qui est de plus en plus courant, le PSG en est conscient, et en développant tout le lifestyle autour de la ville de Paris, avec des partenariats comme celui de Jordan, le but c'est vraiment de faire du PSG une équipe que t'aimes bien. Ce sera jamais le club que t'as fait découvrir ton grand-père, ta grand-mère, jamais le club de ton enfance lorsque t'es anglais, mais le petit club étranger qui te fait kiffer et où tu vas regarder les matchs de Champions League quand ça tombe pas en même temps que ton club. Donc ça nous rappelle un truc tout bête, on peut faire les puristes en termes de discours sur le football. Moi je dois vous avouer que je supporte un club, un seul, mais en attendant, la réalité marketing, c'est que les clubs doivent désormais intégrer ce genre de choses dans leur stratégie. Saka va prolonger à Arsenal selon la BBC et bordel, on peut parler de véritable jackpot, un salaire à 343 000 € par semaine, ça fait 1,5 million d'euros par mois et ça fait 18 millions d'euros par saison. Ça le placerait d'ores et déjà comme le plus gros salaire des Gunners et ça le placerait surtout à une rémunération qui en ferait un des joueurs les plus rémunérés de Premier League, tout simplement. Alors, je trouve ça plutôt cohérent parce que Saka au sommet de la hiérarchie des salaires du côté d'Arsenal, ça correspondrait au fait qu'il est déjà au sommet de la valorisation des joueurs, donc finalement, tu te retrouves face à quelque chose qui fait plus sens que quand on avait Sterling qui était le plus gros salaire alors que c'est un joueur qui n'apportait grosso modo plus rien. Saka, il s'est imposé du haut de ses 24 ans comme un titulaire indiscutable, comme un cadre de l'équipe et sa fin de contrat, vous le voyez, elle est en 2027, donc évidemment, il faut agir pour le prolonger, quitte à faire des efforts financiers. Attention tout de même à sa fragilité physique qui se développe un petit peu depuis 1 an et demi et qui peut faire naître des interrogations, mais sinon les feux sont ouverts. Ce qui est assez marrant, c'est que je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire entre Saka et Arsenal. Saka, il a longtemps été vu comme un jeune joueur ultra prometteur dont on attendait beaucoup, mais qui était peut-être un peu moins exposé médiatiquement que les jeunes talents du côté de City, du côté du Real, du côté du Barça. Et Arsenal, dans le même temps, ça a toujours été ce club qui joue très bien, mais qui n'arrive pas à convertir. Pour moi, aujourd'hui, Saka, il doit plus être jugé, surtout avec ce futur salaire, comme un espoir. Il doit être jugé comme un titulaire, un joueur qui est plus seulement un potentiel, mais qui accomplit ce potentiel en faisant gagner des matchs et en faisant gagner des titres. Et bien, c'est la même chose pour Arsenal. On passe du club qui a un potentiel énorme, qui a un beau jeu, à un club qui aujourd'hui doit sanctionner ça, doit amener une victoire en Premier League, doit amener des résultats en Europe. Donc l'avenir de Saka et d'Arsenal est lié et ça tombe bien, les deux sont dans la même situation. Terminé pour le journal du jour, vous avez évidemment tiqué dès l'ouverture de la vidéo sur le fait que je ne débriefais pas le match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Si vous êtes habitué du journal, vous avez également deviné la raison, c'est tout simplement parce que je vais en parler dans un long format cet après-midi. C'était un match particulièrement intéressant à plus d'un titre côté Monaco, côté Paris Saint-Germain, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. J'avais de quoi faire la news d'ouverture avec un sujet que je juge attrayant avec la situation de l'Olympique de Marseille, donc autant se réserver cette rencontre monégasque et parisienne pour l'après-midi. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h pour parler de tout ça. Kiffez bien votre journée, salut!